peu justement du concours des écoles de commerce post-bac dans l'ensemble, et puis échanger, donc, comme on a dit, avec les représentants, donc 3 représentants d'école, donc M. Tran, qui représente le NLV, M. Hurst, qui représente l'EDC, et M. Fortuné, voilà, qui représente le SCE. Et avec ces 3 représentants, on aura l'occasion de parler surtout du concours, de comment s'est passé le concours l'année dernière et comment il va se passer cette année. Enfin, comment on peut espérer qu'il se passe cette année en tout cas, puisque bien évidemment, personne n'est capable de prédire tout. Alors, je suis désolé pour ces petits soucis techniques qu'on avait normalement résolus hier et visiblement sont revenus. Donc, j'espère qu'on va pouvoir récupérer notre présentation rapidement. Mais on va tout de même d'abord parler un tout petit peu du IPSUP et PrépaSup, que certains d'entre vous connaissent certainement pour les préparations de Sciences Po et des préparations pour les écoles de commerce et les post-classe prépa, les prépa HEC. Donc, en l'occurrence, on a un slide qui ne veut pas se projeter, quand même un peu sur les prépa HEC. Post-classe prépa, mais c'est l'occasion justement de présenter un peu les choses. Les prépa HEC, si on prend les résultats en l'occurrence, là sur le tableau il y a 2 ans, mais on a les mêmes résultats cette année, en post-classe prépa, en ECS et en ECE, on est sur du 90% à peu près dans le top 3, 95% dans le top 6. Ce qui veut dire, bon, dans les prépas annuels, hein, on a des prépas qui sont à IPSUP, c'est un peu la voie la plus connue d'intégration des écoles de commerce, mais aujourd'hui on est rassemblés justement pour voir un petit peu toutes les voies, et en particulier celle qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est celle qui correspond aux écoles de commerce post-bac. Alors si les écoles d'ingénieurs post-bac, en l'occurrence on aura un forum prochain. Alors si on résume un petit peu les choses concernant les écoles de commerce, on a les programmes grandes écoles par lesquels on accède suite à un concours Bac plus 2 après des classes préparatoires, auxquelles on accède aussi via des voies parallèles, admission parallèle en Bac plus 3, Bac plus 4, etc. Ce qui veut dire qu'on est dans un contexte où les voies d'accès dans les études de commerce sont multiples, et en particulier la voie qui va nous intéresser, c'est la voie de l'accès directement via le bac. Alors, contrairement aux programmes en école, qui sont des programmes qui correspondent à 3 années pour arriver jusqu'à un grade master, nous, pour les écoles post-bac, on va avoir différents types de programmes. Donc, on va entendre parler de bachelor en 3 ans, de BBA en 4 ans, ou de programmes grande école post-bac, donc en 5 ans. Alors, je crois qu'au fond, on entend un peu moins bien. Donc, on va prendre le micro, comme ça. Tout le monde m'entendra bien. Alors, rapidement, le déroulé de la journée aujourd'hui. Donc, on commence avec ce moment d'échange dans l'amphithéâtre. On va parler donc des concours, des écoles, et s'arrêter sur ce qu'on a évoqué, un petit peu les originalités. On va mettre des guillemets aux originalités parce que pour certaines, elles ne sont pas voulues, des concours d'admission tels qu'ils se sont passés l'année dernière, et celles qu'on peut les anticiper pour l'année prochaine. On prendra évidemment aussi le temps de répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez, puisque pouvoir converser avec des représentants d'école et donc avoir directement des réponses les plus directes et à la source sur les interrogations que vous pouvez avoir. Et puis, dans un deuxième temps, vous aurez l'occasion de circuler dans les différents espaces au niveau de l'atrium, dans les différentes salles de classe là-haut, pour rencontrer les ambassadeurs des différentes écoles, donc les 3 écoles qui sont représentées ici, mais d'autres qui ont envoyé donc des ambassadeurs, des étudiants souvent de 3e, 4e année, pour vous parler plus directement de leur école, de leur campus, des spécificités de chacune des écoles. En sachant que ces stands sont dans des versions cette année hybridées, ce qui veut dire qu'un certain nombre de familles qui se sont inscrites pour participer à ce forum assisteront à ces réunions à distance,
en se connectant via des liens Zoom, Zoom étant, on va dire, un des grands gagnants de ces derniers mois, et une des solutions couramment utilisées, puisqu'on parlera un petit peu aussi d'enseignement numérique, pour justement proposer des formations à distance. Et là, ce sera de l'information à distance. Alors, encore quelques mots sur les écoles post-bac. Donc, les accès pour les écoles post-bac qui ont un petit peu évolué ces derniers temps. Encore une fois, avec le cas particulier, évidemment, de l'année dernière, qui était normalement une année de nouveauté et qui a été une année bouleversée. Des accès qui se font via des concours avec des épreuves écrites et des épreuves orales, et dans certains cas, des concours qui étaient prévus pour évoluer sous une forme plus de sélection sur dossier, avec toujours, ça c'est un élément essentiel, et je pense que vous me le confirmerez, toujours un entretien de personnalité et de motivation, puisque c'est souvent le moment clé pour les écoles, pour tester un petit peu les candidats qu'ils souhaitent retenir dans leur équipe. Donc en l'occurrence, les concours Sésame et Accès d'un côté, et les évolutions qui étaient prévues des concours PASS et Passerelle, enfin à tout plus 3, et Passerelle qui est devenu Passerelle Bachelor. Donc des concours qui mènent à 3 types de programmes, on l'a dit, Bachelor en 3 ans, BBA en 4 ans, programme Master en 5 ans. On a remis ici les noms des écoles qui en l'occurrence sont représentées aujourd'hui. Donc l'EN Normandie qui, via le concours Passerelle, propose un Bachelor et un programme Master via le concours Sésame. L'EN Lyon qui est un BBA. Et puis les écoles, donc EDC, EMLV, l'EN Normandie on l'a dit, le SCE, le PSB, et les écoles du concours Access, puisque là ce ne sont que des écoles du concours Sésame, mais aussi les 3 écoles du concours Access qui sont des écoles en programme Master, donc en 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité, quasiment plus de 50% pour la plupart des écoles, même les programmes en 3 ans et en 4 ans sont très souvent complétés pour atteindre un grade master avec des masters spécialisés, des masters of science ou des masters spécialisés. Je crois que là j'ai eu 50%, dans le cas du BBA de l'Union c'est 49% par exemple, donc on est vraiment sur une bonne moitié des étudiants de programme Bachelor et BBA qui vont compléter pour un programme finalement en 5 ans. Alors, rapidement on va présenter les écoles du concours Sésame. Donc le concours Sésame, c'était un concours qui jusqu'il y a 2 ans, vraiment, bon moment pour c'était un concours qui était constitué de 7 écoles, qui a été rejoint cette année par 7 nouvelles écoles, dont les 4 écoles du réseau Link, qui est bien représenté aujourd'hui. On est parti donc de 7 écoles à 14 écoles, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de candidats, le paramètre important en termes de nouveauté cette année, c'était l'intégration aussi de ce concours dans Parcoursup. Donc on était sur un concours avec 8000 candidats. Si on ajoutait à ça les candidats du concours Link, qui en partie étaient évidemment communs, on était peut-être sur un peu plus que 8000 candidats en 2019. Et en 2020, on a fini avec un concours qui était sur, je crois, quasiment 13 000 personnes qui avaient fait le choix du concours Sésame, et environ 10 500 personnes qui ont confirmé ce choix le 2 avril, au moment où on était sur un choix définitif. Alors vous voyez qu'il y a donc eu une perte de 2500 candidats, perte que l'on peut attribuer, je pense, en grande partie au fait qu'un certain nombre de candidats se sont autocensurés au moment où le concours, sous la forme qui était prévue, des épreuves écrites et orales, a été annulé. Beaucoup de candidats avaient un peu tout misé sur ces épreuves pour rejoindre ces écoles, et du fait des conditions et la disparition de ces épreuves, vous savez que la sélection s'est faite exclusivement sur le dossier scolaire. On en parlait encore tout à l'heure, on va en reparler sur justement comment ça s'est fait au final et comment ça peut éventuellement aussi être pris en compte pour les années à venir, en tous les cas au moins cette année. Finalement, un certain nombre de candidats se sont autocensurés, ce qui, je pense, était une erreur, parce que tout le monde avait ses chances, donc c'est un petit peu dommage.
vous voyez que dans 17 programmes, 5000 places qui sont accessibles. Le concours Access, 3 écoles, SDS, Sky et ZEG, on est sur un peu plus de 2000 places. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le programme IESEG Paris, on était sur à peu près 5000 candidats, 4800 et quelques, je crois. Voilà, c'est un concours qui rassemble moins d'écoles, évidemment un tout petit peu moins de candidats. Vous aurez l'occasion de discuter avec certains représentants de l'IESEG qui pourront vous donner d'ailleurs quelques explications sur le concours plus particulièrement. On va surtout parler du concours César ici. Alors, dernier mot, avant qu'on passe la parole aux représentants des écoles. Sur le calendrier, juste pour information, le calendrier Parcoursup, là c'est les dates de 2020, mais à peu de choses près, à 1 ou 2 jours près, ce sera la même chose l'année prochaine. On est sur des inscriptions qui se font de mi-janvier à mi-mars. C'est une confirmation d'inscription qui avait lieu le 2 avril l'année dernière. Et une fois que tout est confirmé, on bascule sur la plateforme Sésame avec un calendrier qui, pour 2021 cette fois-ci, annonce des épreuves le 7 avril pour le concours Sésame et le 8 avril pour le concours Access. Vous voyez que les épreuves orales ont lieu très rapidement après, étant donné que la contrainte, qui était une contrainte évidemment qui n'a pas eu lieu cette année, mais c'était la nouveauté de l'année, c'est que les résultats doivent être publiés dans Parcoursup le 19 mai. Alors qu'auparavant, les écoles du concours César ou d'autres concours avaient des épreuves orales qui duraient beaucoup plus longtemps. Et le fait du calendrier resserré de Parcoursup, il a fallu resserrer aussi le temps des oraux, mais surtout gagner sur la correction des copies. Et c'est le dernier point que l'on va évoquer avant de passer la parole, justement la composition du concours. Alors la composition du concours, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de regarder, on a des concours qui sont très similaires sur la répartition entre le concours César et le concours Access. En gros, des langues, des épreuves de logique et de mathématiques et une synthèse, 2 heures, 1 heure, 3 heures ici pour le concours César. Les particularités, c'est que jusqu'à présent, 2 de ces épreuves étaient en QCM, les langues et les épreuves de raisonnement et de compétences, c'est-à-dire la logique, les aptitudes numériques, les mathématiques et les aptitudes verbales, en gros, grammaire, orthographe, projet de terme en quelque sorte. C'était en QCM. Par contre, on a l'épreuve phare de ces concours, les épreuves d'analyse synthèse, sont des épreuves, concours César, concours Access, il y a des petites différences bien sûr, mais qui sont basées sur une analyse d'un document, d'un corpus documentaire relativement conséquent, qu'il faut être capable de comprendre, analyser, synthétiser. Ces épreuves, cette épreuve était rédactionnelle. La nouveauté qui était annoncée cette année, mais qui n'a pas eu lieu, parce que le concours n'a pas eu lieu, et donc ce sera la nouveauté finalement de l'année prochaine, c'était que cette épreuve passait sous forme de QCM, avec une nouvelle composante, des questions de culture générale. Évidemment, une des raisons en tous les cas, c'est que les temps de correction des QCM permettent de gagner énormément sur le calendrier et de bien entrer dans le calendrier de Parcoursup. Tout ça pour dire qu'on était sur un concours qui était annoncé comme étant très nouveau en termes de visibilité, de nombre d'écoles, etc., d'épreuves, puisqu'il y avait un renouvellement des épreuves, qui n'a malheureusement pas eu lieu dans les conditions annoncées, mais qui devrait normalement l'année prochaine, on espère en tous les cas, se passer autrement. Alors on va passer la parole aux représentants des différentes écoles qui sont là pour justement présenter rapidement leur école, et puis on échangera ensuite sur quelques éléments qu'on a déjà évoqués sur le concours en particulier, et on prendra bien évidemment le temps de poser des questions ensuite. Peut-être une question, c'est ça? Alors on pourra mettre, oui, les slides à disposition. Bien sûr, j'ai vu qu'effectivement plusieurs personnes prenaient des photos, je comprends tout à fait. On mettra effectivement la présentation à disposition. J'ai une question, vous avez présenté le concours César, vous avez présenté, j'imagine, les concours Access. Alors là, on ne va pas le projeter parce que, comme les représentants des écoles qui sont là sont des représentants du concours César, on s'est plutôt concentré dans notre présentation ici sur les épreuves de concours César. Les épreuves du concours Access, pour en dire juste un mot, on peut quelque part en dire un tout petit peu moins parce que les épreuves du concours Access vont évoluer.
dans le cadre, cette fois-ci, du nouveau baccalauréat. C'est aussi d'ailleurs quelque chose qu'on va évoquer dans notre discussion. Les 4 épreuves du concours Access, l'épreuve de synthèse rédactionnelle en nombre de mots limité, elle ne change pas. Les épreuves d'anglais, il n'y a pas de souci. L'épreuve d'ouverture culturelle, pareil, au PCM, aucun souci. L'épreuve qui faisait souvent la différence entre le concours Sésame et le concours Access, c'était l'épreuve de logique et mathématiques. C'était une épreuve en termes de complexité qui n'avait rien à voir entre les deux concours. Grossièrement, si on doit résumer, le concours Access, c'était un programme de maths plus ou moins commun entre la terminale S et la terminale ES. D'accord? Et en fait, ça débordait un petit peu des deux, d'ailleurs, des deux côtés. Il y avait des notions qu'on ne voyait qu'en ES qui tombaient forcément quand même au concours, par exemple. Ce qui est annoncé, mais sans être totalement définitif dans la forme, en tous les cas définitive, c'est que le concours, évidemment, la spécialité, l'aspect maths, on sait très bien que ça reste l'aspect qui a été le plus choisi en terminale. Il n'empêche qu'en proportion, on fait beaucoup moins de maths en terminale aujourd'hui qu'avant. On était à 80% des gens en bac généraliste qui faisaient des maths, on est à 63% aujourd'hui. Donc, de toutes les façons, il y a beaucoup moins de gens qui font des maths en terminale. Et le concours Access veut recruter, au-delà de, évidemment, candidats qui peuvent éventuellement être bons en maths, des profils qui sont beaucoup plus larges que juste des profils bons en maths. Donc, le concours va être amené à évoluer, au moins pour cette composante-là, pour tester d'autres spécialités. Ça, on n'a pas encore les modalités. Ça ne devrait pas tarder, hein, parce que tous les concours communiquent souvent début octobre sur leurs modalités de l'année. Donc, certainement qu'on aura ça très très prochainement. Et c'est vrai qu'on n'a pas la forme définitive. Oui? Ce concours Access, c'est que l'anglais qui est dessus, et une deuxième langue. Alors, concours Access, il n'y a que l'anglais. Concours Sésame, on est sur 2 langues, dont l'anglais obligatoirement. Ce qui peut être en LV1 ou en LV2, puisque les coefficients peuvent être différents suivant comment c'est passé. Voilà. Alors, on va passer la parole aux différents représentants d'école. On va commencer, j'ai utilisé l'ordre alphabétique des écoles. Donc, on va commencer par l'EDC. Et monsieur. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Parce qu'avec le masque. Alors, écoutez, très heureux de pouvoir échanger avec vous. Donc, comme vous le voyez, EDC en 2020, ça n'a pas été que le Covid, parce qu'on fêtait nos 70 ans. Alors, malheureusement, ça a été un peu éclipsé, effectivement, par cette problème d'épidémie. Mais l'EDC, c'est une grande école de management généraliste, avec quelques éléments de différenciation assez forts. Le premier, c'est, je dirais, une signature pédagogique qui tourne autour du développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Tout ça dans une logique de responsabilité globale. Le deuxième, c'est une mise en avant de l'alternance, non pas que pour la diversité sociale, mais l'employabilité et la capacité à mettre en pratique les enseignements théoriques pour les transformer en compétences, puisqu'on a à peu près 2 tiers de nos étudiants qui font le choix de l'alternance parmi nos spécialisations, et ça c'est une tendance qu'on va continuer à développer. Le troisième, c'est quelques tracks d'excellence, il y en a 4, la possibilité de suivre le cursus entièrement en anglais. Le deuxième, qui est très spécifique, puisque j'ai 30% de nos anciens, de nos 18 500 anciens qui travaillent dans l'industrie du luxe ou du service de luxe, donc un excellence track dans le monde du luxe, qui permet de le suivre soit en français, soit en anglais, pendant 2 ans, sur toutes les dimensions du luxe. Le troisième, c'est un Global Excellence Track qui permet aux meilleurs étudiants de pouvoir suivre 2 ans à 2 ans et demi à l'étranger sur 3 continents et de pouvoir avoir la possibilité d'obtenir un double diplôme aux États-Unis, enfin en Asie ou en Amérique du Sud. Et le quatrième élément qui est très important à nos yeux, c'est la proximité étudiante et la proximité entreprise. Cette école a été la propriété des anciens, c'est le seul cas en Europe pendant plus de 23 ans. Donc le mentorat, chaque étudiant est mentoré par un ancien, le rapport, le compagnonnage fait partie des valeurs fortes de l'école. Sur l'employabilité, c'est une des conséquences, je ne vais pas commenter le chiffre, mais on est en capacité de pourvoir, quel que soit le secteur, je parlais du luxe, mais toutes les personnes qui travaillent dans le luxe, l'IT, le conseil, donc ouvrir. Open Up on New Horizon, notre idée c'est d'accompagner les étudiants dans leur spécificité et de ne pas mettre en avant plus que ça, mais de les accompagner vraiment dans leur développement personnel et leur chemin de propre. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à M. Kras, le directeur de l'ELB.
Merci. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Je m'appelle Sébastien Tran, je suis le directeur de MLV. Alors, quelques mots sur l'école. Donc, c'est une école qui est située donc, à La Défense, donc, qui est le premier quartier d'affaires en Europe. On a une particularité assez forte dans les écoles de management, c'est qu'on fait partie d'un groupe avec deux autres écoles, l'ESID, qui est l'école d'ingénieurs post-bac, et l'IEM, qui est l'école du digital. Et donc, on a une logique d'hybridation des compétences entre nos étudiants et notre corps professoral. Donc, un étudiant qui rentre à l'EMLV, il va travailler avec des étudiants des deux autres écoles, et il aura également des enseignants des autres écoles. On a une logique de double diplôme entre nos trois écoles au pôle. On a donc aussi cette dimension très innovation et digitale, que vous retrouvez forcément, puisqu'en plus, on a des compétences grâce à nos collègues des deux autres écoles. Et puis, on a aussi mis l'accent sur un programme qu'on dit soft skills, donc tout ce qui est comportement, savoir-être professionnel, programme sur 5 ans avec un département dédié, puisque on sait que c'est quelque chose maintenant qui est assez incontournable dans le recrutement pour l'ensemble des diplômés. L'autre point aussi important, c'est une forte dimension internationale dans le programme. Vous aurez peut-être d'ailleurs aussi des questions par rapport à ça, vu ce qui s'est passé cette année, mais donc on a également ce que nous on appelle un international track, donc les cours en anglais dès la première année si vous le souhaitez, des parcours en double diplôme, des expatriations, un campus associé à Dublin, ça aussi c'est important puisque on sait que la mobilité est souvent quelque chose qui est recherché par les étudiants dans les grandes écoles. Et donc dernier point aussi qui est important pour nous, c'est que quand on intègre le MLV pour nos étudiants, on essaie effectivement aussi de les rendre très acteurs de leur parcours. Donc il y a tout un système effectivement de cours obligatoires, des électifs, des choix de parcours à faire, avec une dizaine de spécialisations qui couvrent différents domaines, de la finance au marketing à l'international business. Voilà. Je n'en dirai pas plus, et si vous avez des questions, on y répondra après. Et on va parler donc de l'ESCE avec M. Fortuné. Merci, bonjour, Antoine Fortuné, donc je suis directeur du développement de l'ESCE. L'ESCE veut dire École supérieure du commerce extérieur. On a été créé il y a 50 ans par le Centre français du commerce extérieur. L'État français voulait développer l'export en France, surtout qu'on n'était pas assez bon. Et donc ils ont décidé de créer une école qui s'appelle aujourd'hui l'ESCE, qui a 50 ans et 11 500 anciens. Donc, notre ADN, c'est l'international. On forme des étudiants pour travailler dans le monde entier, avec le monde entier. Ça, c'est vraiment notre spécialité. Donc, on est sur un programme en 5 ans. Donc, on a le grade de master, avec évidemment, à partir du moment où on veut former des étudiants pour travailler dans le monde entier, énormément de langues présentes dans les cours, puisque la LV1 et la LV2 sont obligatoires chez nous, et on propose 20 langues disponibles en apprentissage à l'ESCE. Okay, et le point aussi qui est très important, en dehors de toute la formation généraliste sur les 3 premières années et une formation de spécialiste sur les 4e et 5e années, on propose 3 séjours, 3 échanges académiques au sein des 5 ans à l'étranger obligatoirement. Et dès la première année, avec des tracks, que ce soit European Track, Asian Track ou American Track, et également un échange de 6 mois académiques en Europe en 2e année et un échange de 6 mois académiques forcément en dehors de l'Europe en 4e année. Voilà l'ADN de l'école, et évidemment je peux répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de commencer en parlant un petit peu sur justement le concours Sésame, tel qu'il au final il a eu lieu cette année, puisque en termes de visibilité d'ouverture, il était prévu que le concours Sésame, du fait de l'ouverture à plus d'écoles, plus de programmes et l'intégration à Parcoursup, soit un concours qui intéresse et attire beaucoup plus de candidats, ça a été le cas. Se pose la question de la sélectivité, justement, des différents programmes. Donc peut-être un petit retour d'expérience sur comment s'est passé finalement le concours cette année, en particulier la sélection sur dossier dans les différents cursus, programmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On a tous été très frustrés et nos candidats et aujourd'hui étudiants ont été effectivement de ne pas passer un concours, et on a été régis malheureusement par la Covid-19, et donc les écrits ont d'abord été annulés. On a cru à un moment qu'on pouvait faire passer des oraux
et pour des problèmes d'égalité des chances, on a aussi été amené à supprimer les oraux. Et donc toutes les études de candidature ont été faites sur dossier, d'abord par le concours Sésame, et ensuite chaque école faisait son étude de dossier et mettait sa note école. Donc on avait bien deux notes, une note plus commune par le concours et ensuite une note en fonction des spécificités des écoles. Et on faisait en fonction des coefficients la note Sésame, la note école, et on a pu établir des classements qui nous ont permis d'appeler les candidats, et tout ça a été intégré dans Parcoursup. On a détesté ça, clairement. Nous, on veut voir nos étudiants, c'est aussi comme ça qu'on peut juger, parce qu'avant même d'avoir de recruter des compétences, on recrute aussi des personnalités. Dans toutes les écoles du concours Sésame, chaque personne a des compétences différentes, et c'est aussi des personnalités en fonction des programmes de chaque école qui peut nous convenir. Donc aujourd'hui, le concours Sésame, on part sur une version entre guillemets normale, les écrits et les oraux. Ça ne nous empêche pas évidemment de prévoir, puisqu'il y a maintenant, on est à 5 scénarios possibles en fonction de l'évolution sanitaire en France. Mais pour l'instant, le mot d'ordre, c'est écrit le 7 avril, les oraux dans les écoles. Ça c'est important, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais chaque école organise ses oraux. D'accord ? Donc l'écrit est commun. Et ensuite, vous venez passer, en fonction des écoles que vous avez choisies, vous venez passer les oraux dans chaque école. Et ça, c'est très important parce que c'est le meilleur moyen de se rendre compte du programme de chaque école, de rencontrer les étudiants de chaque école, les professeurs, l'académique, et de voir les spécificités de chaque école. Le campus aussi, évidemment, parce que c'est quand même un choix qui va se faire sur 5 ans. Donc pour l'instant, on est parti là-dessus. C'était très complet. Alors, peut-être juste pour envisager toutes les hypothèses, ça fait partie de la formation des écoles de management, on a été effectivement frustrés, d'autant plus que, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, quand on passe un concours, généralement, on l'a découvert, on n'oublie pas forcément très bien Parcoursup. Et la partie de spécificité école s'appuie principalement sur ce qu'on appelle la fiche à venir. Donc, le conseil que je peux donner à chacun des parents, même si je pense qu'autour de cette table, nous espérons tous voir vos enfants dans nos campus, c'est vraiment de bien remplir la fiche à venir, parce qu'on a été souvent confrontés, il faut le savoir, à des fiches vides ou quasi vides, et ça rend effectivement l'appréhension de l'individu assez compliquée. Donc si je devais faire passer un message, même si on part sur l'hypothèse que les hommes vont avoir un concours normal cette année, c'est de passer du temps, même si on veut faire des concours, pour remplir Parcoursup de manière la plus exhaustive possible. Voilà. Pour compléter ce qu'ont dit mes collègues, parce que la question c'est toujours la sélectivité qui est un point important. Là vous avez les chiffres globaux du concours. Alors, on espère quand même normalement en rythme normal être sur effectivement plutôt 12 à 13 000 candidats sur la banque de concours. Après il y a des différences en tout cas entre les écoles et les programmes. Au sein des programmes aussi vous avez des tracks. Donc là aussi il y a un travail un petit peu de réflexion à mener. Puisque pour vous donner un ordre de grandeur, vous avez 14 écoles qui représentent 17 programmes, puisque vous avez plusieurs programmes parfois dans une école qui sont dans la banque de concours Sésame. Et au sein des programmes, vous allez avoir ce qu'on appelle des tracks dans Parcoursup. Donc en fait, quand vous allez être sur votre plateforme Parcoursup, vous pouvez aller jusqu'à environ une quarantaine de tracks dans le concours Sésame. Donc c'est sûr qu'il y a des tracks qui sont plus ou moins demandés aussi en fonction des programmes. Donc la question que vous pouvez avoir, c'est effectivement quelle est la sélectivité plutôt au niveau des tracks ou des programmes. Vous aurez quelques informations sur Parcoursup cette année, puisqu'on est passé donc sur cette première année, et donc il y a quand même des statistiques que vous retrouverez sur la plateforme. Donc ça aussi, ça vous donne des points de repère. Et après, effectivement, on a des candidats aussi qui candidatent à plusieurs programmes, et voire même plusieurs tracks au sein d'un programme dans Sésame. Donc il y a un travail aussi un petit peu de dire il ne faut pas que j'en coche que un ou deux, il ne faut pas tout cocher parce que vous ne pourrez pas tout faire, notamment si vous êtes entre guillemets convoqué aux oraux. Donc voilà, il faut aussi savoir et bien vous renseigner au niveau des écoles et des programmes et des contenus. Donc là aussi je vous invite à aller sur tout ce qui est journée porte ouverte, webinaire, salons s'ils ont lieu, en tout cas soit en online, soit en présentiel.
parce que voilà, il y a aussi ce travail un petit peu de vous dire, d'un point de vue de la stratégie, il faut peut-être aussi faire un travail d'optimisation de vos vœux, entre guillemets. C'est que les candidats, ils peuvent confirmer assez tardivement. Hein. Donc moi, j'ai vu des candidats confirmer, vraiment attendre genre fin juin, début juillet. Et donc, votre rang, il ne peut pas bouger si les autres n'ont pas fait soit un oui définitif, ou alors s'ils sont toujours en attente d'une autre réponse. Donc ça aussi, c'est des éléments un peu dans la stratégie, mais on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, nous, on fait dans nos journées portes ouvertes, dans nos webinaires aussi, des formations un petit peu sur Parcoursup, parce que c'est aussi des éléments à prendre en compte. Hein, il y a la réussite au concours, votre classement, et puis il y a après l'attractivité de chacune aussi des écoles. Nous, on a eu 3 fois plus de candidats cette année par rapport à l'année précédente, et donc effectivement, ça a modifié aussi un peu le profil des gens qu'on a intégrés. Donc c'est des éléments aussi qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça que c'est aussi très important que vous puissiez découvrir les écoles pour déjà, entre guillemets, même limite faire un peu votre classement de cœur, parce que il y a César, et je me doute que comme vous avez 10 vœux, vous allez en faire 9 autres. Voilà. Et donc après, voilà, ça va être aussi quelque part un choix à faire entre les vœux positifs que vous aurez. En tout cas, il y a une stratégie à mener, je pense que c'est aussi important. Voilà. Et les concours, c'est aussi l'occasion de découvrir des écoles, les nôtres en particulier, mais bien entendu ceux d'autres banques. Merci bien. Alors, on va continuer à passer la parole et à répondre aux questions. Alors, on peut peut-être répondre à la question de madame. Voilà, et juste pour terminer en termes de thématique, parler un petit peu des cursus, un petit peu des débouchés justement, et avec, on l'a évoqué tout à l'heure, la dimension internationale. Certaines écoles ont une forte dimension internationale, et dans le contexte actuel, je pense que certains d'entre nous se posent des questions sur les tracks à l'international, les gens qui avaient choisi on va dire, le BBA ESSEC sur le campus de Singapour et autres choix de ce type-là. Vous le savez, ce sont des écoles qui intègrent très naturellement dans leur cursus de nombreux semestres d'études à l'étranger, donc justement, éventuellement, comment ça a pu évoluer dans le contexte actuel, ainsi que, on est aussi dans cette logique-là du fait des événements, l'évolution des enseignements avec les enseignements numériques distanciels qui ont pu être mis en place. Donc comme ça, on va pouvoir répondre un petit peu à toutes ces questions et déjà justement les différents débouchés. Okay. Je finis juste sur Parcoursup et je réponds à votre question là. C'est très important ce qu'a dit Sébastien. Sésame, c'est un seul vœu. Ça veut dire qu'un seul vœu, vous avez accès à 14 écoles. D'accord? Donc c'est aussi un super choix pour optimiser derrière les 9 vœux qui vous restent. Donc ça c'est vraiment important. C'est pas parce qu'il y a 14 écoles que ça va vous prendre 14 vœux ou etc. Sésame, c'est un seul vœu et là vous avez automatiquement autant de sous-vœux que vous voulez. D'accord? Ça c'est aussi une bonne chose et c'est aussi pour ça que le concours Sésame est devenu le concours de référence aujourd'hui des écoles post-bac puisque ça ne représente qu'un seul vœu. Alors, pour répondre à la question des débouchés, les écoles de management forment aux différents métiers que vous allez trouver dans le monde de l'entreprise, en fait, de manière assez simple. Et généralement, on forme sur les premières années, de manière généraliste, à l'ensemble de ce qu'on appelle des matières de sciences de gestion. Vous allez retrouver de la comptabilité, de la technique de vente, du marketing, de la finance. Et ensuite, on va spécialiser les étudiants. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout de généralement 3 ans, après chaque école peut faire des spécificités, mais au bout de 3 ans, la maturité de l'étudiant, il a commencé déjà à être à l'international, il a fait au moins 1 ou 2 stages, donc il a une meilleure connaissance du monde de l'entreprise, il ne sait pas forcément ce qu'il veut faire, mais souvent il sait ce qu'il ne veut pas faire. Donc déjà ça l'oriente, et ensuite donc, on va le spécialiser ou le double spécialiser. Donc c'est des spécialités de type grand domaine de gestion, je suis spécialiste en marketing, spécialiste en finance, et après vous avez des surspécialisations, finance de marché, finance entreprise, supply chain, etc. Et plus on monte, plus on est capable de spécialiser. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de chômage à la sortie des écoles de commerce aujourd'hui. On est sur des taux d'insertion professionnelle qui sont vraiment excellents, puisque aujourd'hui, pour la nôtre, mais c'est la même chose pour le DC et le MLV, on est sur des taux d'insertion à 96%
6 mois après la fin des études. D'accord. Donc, et généralement, les 4%, c'est ceux qui sont en train de faire le tour du monde et qui veulent faire un peu autre chose avant de rentrer dans la vie active. C'est pas tellement un problème d'emploi. Après, il y a distinction vont se faire sur les niveaux de salaire, en fait, à la sortie des écoles. C'est plutôt ça, en fait, l'enjeu, puisque selon les écoles, vous n'avez pas les mêmes niveaux de salaire. Selon les spécialités, vous n'avez pas les mêmes niveaux de salaire, etc. etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Ça se passe bien à la sortie. Oui, pour répondre à votre question, le plus simple, parce que les taux d'insertion, pour l'instant, restent bons, on touche du bois quand même, mais en tout cas, on a quand même des étudiants qui sont quand même assez agiles, qui ont quand même des compétences et des fondamentaux qui font qu'ils peuvent aussi changer de secteur, changer de job. Mais je vous recommande d'aller sur le site de la Conférence des grandes écoles, où vous avez toutes les statistiques agrégées, école d'ingénieurs, école de management. Donc salaire à la sortie, alors vous avez des moyennes, mais vous avez effectivement le taux d'insertion, la part d'étudiants qui démarrent leur carrière à l'étranger, puisqu'il y en a quand même, qui varient entre 5 et 15% en fonction des écoles. Enfin, voilà. Les débouchés sont assez nombreux, il n'y a vraiment pas de soucis. Après, moi j'ai tendance à dire aux étudiants, le problème c'est pas de trouver votre premier emploi, c'est de trouver un premier emploi qui va vous emmener sur une carrière sur laquelle vous allez vous faire plaisir. Parce que j'ai toujours tendance à dire, il y a le salaire, ok, mais si vous êtes bon quelque part, et ben, à un moment, vous aurez une belle carrière et vous aurez une rémunération, vous aurez des postes, en tout cas, à responsabilité. La difficulté que moi j'observe quand même, pour être tout à fait honnête, c'est plutôt que les étudiants sont assez parfois perdus ou font des choix de facilité à la sortie. J'ai fait mon stage à la Société Générale, ils me proposent un CDI, j'y vais. Alors que c'est peut-être pas forcément voilà, ce qu'il a envie de faire, mais j'ai plutôt tendance à dire voilà, essayez vraiment de chercher aussi, et c'est un élément important, ce que vous n'aimez pas faire, et puis d'essayer de chercher des invariants quand même, de choses qui lui disent voilà, là je me fais plaisir, parce que voilà, 5 ans d'études c'est long, et après il va encore avoir pas mal d'années pour travailler, et donc là l'idée c'est quand même qu'ils aient une carrière et une progression aussi, donc ça c'est des éléments aussi importants, et on travaille beaucoup dans nos écoles là-dessus. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle un projet professionnel et personnel. Nous, on n'est pas là pour fournir des masses et des masses d'étudiants aux entreprises. Et d'ailleurs, moi, j'ai un discours parfois un peu direct avec les entreprises. Je leur dis, moi, je ne veux pas que vous veniez pour vendre de la poudre aux yeux aux étudiants. Hein, on reçoit des grandes entreprises chez nous. Je leur dis, voilà, vous leur dites, c'est quoi les modalités de recrutement, c'est quoi les possibilités de carrière, c'est quoi aussi les difficultés dans l'entreprise. Parce que je crois qu'il faut aussi que les étudiants sachent là où ils vont mettre les pieds. Ça, c'est aussi un élément important. Et ça permet aussi voilà, aux étudiants d'avoir un choix un peu plus éclairé, en tout cas, on va dire. En fait, ce qu'il faut retenir, je pense, et nous tous les trois alignés, c'est que quel que soit le spectrum dans lequel l'étudiant travailler à la sortie d'école, il y aura des spécialisations dans différentes écoles ou César pour pouvoir le faire. Ça, c'est le point le plus important. Moi, le message qu'on fait passer aux étudiants, il y a une étude de l'OCDE qui a démontré que cette génération devra changer 3 fois de métier. Donc on parlait beaucoup des compétences relationnelles, des compétences soft skills. Nous, notre objectif premier, une des compétences les plus fondamentales sur lesquelles on doit développer, c'est apprendre à apprendre. Ça veut dire que tout au long de leur vie, ils vont changer de métier. Il faut un socle qui leur permette d'apprendre à apprendre, d'être agile. Et c'est aussi le message qu'on fait passer aux entreprises, aux étudiants, c'est qu'ils vont pouvoir changer de vie. Ils vont pouvoir être entrepreneurs d'abord. Nous, on a cette caractéristique, on a 12 à 14% de nos étudiants qui créent leur entreprise à la sortie d'école. Ils vont pouvoir revenir dans les grandes entreprises, ce qui n'était pas vrai il y a 20 ans. Et les parcours vont être moins linéaires. Donc d'où l'importance aussi, et c'est un point qui est vrai dans toutes les écoles de César, du poids des anciens et du compagnonnage et du suivi tout au long de la vie. Et de plus en plus, on met en place des dispositifs qui non seulement permettent aux étudiants de définir leur projet professionnel à court terme, mais aussi il y a un suivi qui est fait par les anciens et par les écoles pour pouvoir les accompagner justement dans les différentes étapes de leur vie professionnelle. Merci. D'ailleurs, pour compléter ça, je crois que, on a dit, hein, on changera de carrière 2-3 fois pour la génération à venir, mais d'ailleurs, on ne connaît même pas aujourd'hui les différents métiers que l'on fera durant toute cette carrière. Je crois qu'il y a des statistiques qui montrent que la majorité des métiers dans les 10-20 prochaines années n'existent pas encore. Donc, ce qu'il faut, c'est se préparer à être agile
à être capable d'évoluer tout au long de sa carrière. Alors on va prendre les questions peut-être dans la salle pour compléter ce qu'on a dit, que ce soit sur le concours, sur les conditions du concours, ou on a commencé à en parler là, sur un petit peu ce qui se passe dans l'école et après l'école. Aucune question? Non, ce serait très étonnant. Alors, je vais répéter vos questions pour que tout le monde les entende. Parce qu'on a un petit souci de micro portable aujourd'hui. Je veux savoir quelle était la nature des épreuves des oraux. Alors, la nature des épreuves orales, dans le cadre du concours Sésame, c'est une épreuve de langue, d'anglais, et une épreuve, alors pas que d'anglais, parce que ça dépend des écoles, c'est de toutes les façons la LV1, et une épreuve d'entretien de personnalité et de motivation, on va dire au sens large. Si on parle du concours Access, on est sur le même type d'épreuve avec, pour certaines écoles, des oraux un peu plus spécifiques, des oraux de groupe, etc., dans le cas de l'ESCA en particulier. Peut-être un complément justement sur les langues. Encore une fois, il faut regarder si ça dépend des écoles. Chaque école a sa spécificité, puisque chaque école est spécifique et n'a pas forcément les mêmes critères. Par exemple, à l'ESCE, sur le concours Sésame, on a LV1 et LV2 à l'écrit avec les plus gros coefficients, d'accord, puisque logiquement, on forme à l'international. Mais du coup, comme on a les plus gros coefficients, on ne remet pas d'oraux de langue, d'accord. On n'est que sur de l'entretien de motivation, de la personnalité et des questions de culture générale autour d'un thème de réflexion. Encore une fois, les oraux peuvent être spécifiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est entretien de motivation et de personnalité. Ça existe dans toutes les écoles. Et ça, c'est pareil. Ça ne s'improvise pas. On s'entraîne. Et vous, parents, vous avez aussi un rôle là-dedans, puisque vous pouvez très très bien aussi entraîner vos enfants à faire des entretiens de présentation, la façon de se tenir, la gestuelle, etc. Aidez-les. Et ça change tout. Oui. Une question pratique, c'est si vous avez déjà les dates des journées ouvertes des écoles de commerce que vous représentez. Oui, bien sûr. Donc la prochaine pour moi est le 7 octobre, et de toute façon, de manière générale, toutes les écoles de commerce ont des sites internet sur lesquels on fait du commerce, donc normalement on y arrive. Et vous avez les dates de toutes les journées de portes ouvertes, journées de préparation au concours, sur les différents campus. Moi j'ai un campus à Paris, un campus à Lyon, donc vous avez les dates à Lyon, à Paris, etc. Mais allez voir bien sur les sites, mais même sur le site du concours Sésame, je ne sais pas s'il est encore ouvert, il n'est peut-être pas encore ouvert, mais il y aura aussi toutes les dates de toutes les écoles en un seul endroit avec les journées portes ouvertes. Mais déjà là, sur les sites des écoles, vous avez tout. Oui, effectivement, pour tout ce qui est journée porte ouverte, journée de préparation, participation dans les forums, dans les salons, etc. Sur le site du concours Sésame, vous avez les dates qui ont été mises à jour de ce qui est connu en tous les cas jusqu'à début décembre, je crois, dans la dernière liste que j'ai vue. Donc c'est à un seul endroit, vous trouverez à peu près tout en tous les cas. Je pense que pour les dates qui ont été communiquées par les écoles pour le concours Sésame, et c'est mis à jour très régulièrement. Oui, alors nous à l'UNLV, on a une journée porte ouverte qui est prévue le 14 novembre, mais on a déjà un premier webinaire de présentation le 21 octobre. Mais au-delà de ça, je vous recommande effectivement de bien regarder sur nos sites les dates, d'y aller tant qu'on peut se déplacer. Parce que là, effectivement, on a aussi la question des salons. Je pense que vous allez aussi sans doute vouloir faire les salons. Là, on a quand même des salons qui commencent à nous dire on ne sait pas si on va pouvoir le maintenir, il y a cette jauge de 1000 personnes, et ils commencent à nous proposer des formules online. Donc voilà, en tout cas, dans la programmation de ce que vous voulez voir, à mon avis, il faut commencer le plus tôt possible, tant qu'on n'a pas trop encore de contraintes. Et même nous, on est effectivement aussi dans le flou au niveau des salons. On en parlait tout à l'heure avec... et l'objectif, c'est voilà, que vous puissiez avoir l'information la plus juste possible, quoi. En tout cas, sur les sites internet et sur le site de Sésame, vous retrouvez les principales dates. Merci. Oui. Est-ce que vous demandez des diplômes d'anglais type Cambridge Certificate ou autre dans les dossiers d'admission? Donc une question sur la pertinence des certifications au sens large, oui, voilà,
en langue, donc en l'occurrence des C1 par exemple, en anglais. Alors, dans le cadre du concours, si on est dans stricto sensu, non. Maintenant, dans le cadre d'une analyse du dossier exhaustive, vous avez la possibilité sur Parcoursup de rajouter des éléments divers et variés. Donc, ce type d'élément peut être un élément dans une analyse de dossier qui peut être intéressant à mettre en avant. Et j'ai envie de dire, c'est vrai pour le BAFA, enfin je pourrais citer d'autres éléments, c'est-à-dire de la vie associative, de l'implication, est-ce qu'ils sont pompiers volontaires, etc., est-ce qu'on est bénévoles. Voilà, donc on en revient au point qu'on a évoqué tous les trois tout à l'heure. Documenter au mieux Parcoursup pour justement être capable d'envisager toutes les options possibles. Après, si on est dans un autre concours, non, c'est pas un élément. Par contre, à l'oral, on parlait tout à l'heure d'éléments, c'était partie des éléments intéressants à mentionner, évidemment. je vais en profiter pour passer la parole à M. Dupont, qui justement représente les formateurs d'anglais, dire un petit mot justement sur ces certifications. Voilà, alors bonjour à tous, donc je suis Fabrice Picon, je m'occupe de la School of English d'IPSUP. Donc je serai là parmi vous dans le couloir pour tous ceux qui ont justement des questions sur les langues. Je fais les préparations d'ailleurs à Accès Sésame depuis 18 ans, donc je connais bien aussi les épreuves d'anglais. Dans la School of English, on a de nombreuses formations, justement, on a ouvert beaucoup de certifications. Nous sommes centre d'examen Cambridge. Nous avons par exemple une très grosse session là, le 31 octobre. Donc vraiment, tout ce qui est IELTS, Cambridge, TOEIC, TOEFL, on fait toutes ces préparations pour justement les gens qui veulent vraiment avoir un dossier béton en langue. Et puis, dans la School of English, il y a aussi, alors là, je m'adresse peut-être un peu moins au terminal, mais beaucoup aux secondes et aux premières. Vraiment, on a des parcours annuels vraiment pour booster le niveau en anglais en amont. Et justement être prêt au moment de la terminale à attaquer les autres préparations de concours. Voilà. Donc n'hésitez pas pour toutes les questions, je suis là dans les couloirs et voilà, vous me reconnaîtrez avec mon petit logo orange sur mon Merci. On va prendre encore quelques questions. Oui. Alors, est-ce qu'ils ont effectivement pris en compte les différences? Voilà. Parler de ces tests. Nous, encore une fois, dans le concours, on n'en tient pas compte. À l'oral, vous pouvez le préciser, le mentionner, c'est toujours un plus, c'est clair si vous avez le TOEFL ou un certain nombre de points au TOEIC, etc. etc. De toute façon, ensuite, vous allez être amené dans les écoles à le refaire. Typiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le niveau, et on fait passer à nos étudiants de première année le TOEIC, d'accord, qui est plus business, en première année pour voir le niveau, et on leur refait passer en 5e année pour voir l'évolution, d'accord, ce qui nous permet effectivement de montrer une évolution, et notamment dans cette compétence qui est la langue. On fait la même chose pour l'espagnol, le chinois avec le HSK, etc. etc. Donc, mettez en valeur ce que vous avez, d'accord. Après, TOEFL, ça dépend. TOEFL, c'est très utile, par exemple, pour certaines universités à l'étranger qui vont demander un TOEFL. Mais d'autres universités vont demander le Cambridge. Donc, nous, après, on s'adapte en fonction. Et si besoin, si vous voulez aller dans telle université et que vous demandez TOEFL et pas de bol, vous avez le TOEIC, ben, on fera passer le TOEFL. Voilà, ça arrange tout. Il y a beaucoup de certifications de langue. Le seul point qu'il faut aussi retenir, on parle de C1, B1, B2, c'est en fait c'est la norme entre les différents tests. En fonction des tests, il y a des scores différents, mais en fait l'échelle dont vous parlez, c'est une échelle standard. Donc en fait, en fonction du test que vous choisissez, pour être un niveau B1, B2, bah, c'est l'échelle de score. Donc c'est le transcript en fait, qui permet effectivement de faire le lien entre les différents tests. Hein, pour être clair sur B1, B1, B2. Merci. On va prendre encore... Oui. Alors, le choix des langues, c'est ça? Sur la LV, enfin d'ailleurs LV1 et LV2, hein, puisqu'il y a des choix sur les deux qui sont relativement larges. Alors, étonnamment, il y a peu de choix en fait sur la LV1, vous allez retomber sur les grandes langues
l'anglais, l'espagnol, etc. Par contre, il y a énormément de choix sur la LV2. Alors, c'est pareil, sur le site de César, vous avez tous les choix possibles, mais on fait du néerlandais, vous pouvez passer le néerlandais, vous pouvez passer l'hébreu, vous pouvez passer l'espagnol, l'allemand, le russe, l'arabe, enfin voilà, à moins que vous ayez vraiment une langue très très particulière, on en reparlera, mais normalement vous avez le choix et tout est indiqué sur le site du concours César. Encore des questions? Oui? Vous avez dit tout à l'heure que en fait, c'est difficile de faire une seule fois cette année à classe, mais on poursuit pour la possibilité de se réinscrire après le bac une année. Alors exactement, pour le coup, c'est précisé sur le site du concours César. Pour chaque école, vous avez le nombre de candidatures possibles. Et dans certains cas, d'ailleurs, il n'y a pas de limitation. Dans d'autres cas, c'est 3, souvent, enfin, en termes de limitation. Normalement, c'est un accès post-bac, c'est-à-dire qu'on s'y inscrit sur Parcoursup l'année du baccalauréat, mais c'est possible de le passer même quand on a déjà le baccalauréat. Alors, on va peut-être demander à un des représentants d'école, justement, comment est pris en compte le fait de passer ces concours alors qu'on a déjà le baccalauréat. Qui répond? On a, alors je n'ai pas la stat exacte, mais peut-être entre 15 et 20% de gens qui ont démarré une formation en première année dans le supérieur et qui s'inscrivent au concours César. Peut-être qu'ils étaient inscrits l'année précédente. Nous, en fait, ça ne change rien. De toute façon, déjà, ça reste une épreuve, c'est un concours, donc a priori, on ne se base que sur les résultats du concours. C'est que éventuellement, si on était obligé de supprimer des épreuves écrites et des oraux, qu'on irait voir la note de dossier, mais en fait, on voit des candidats qui peuvent avoir fait une erreur d'orientation, c'est pas forcément non plus préjudiciable, enfin, je veux dire, ça arrive, et donc en tout cas, ça change pas notre analyse dans le fond, en tout cas, de la qualité du dossier, quoi. Donc, bien au contraire, donc voilà, en tout cas, nous, dans ce qu'on peut observer en termes de statistiques et en tout cas d'évaluation, c'est tout à fait pris en compte au niveau du concours. On en a l'habitude et on en a tous les ans, des gens qui ont démarré une formation et qui se disent bon bah je veux me réorienter et je repasse le concours César. Donc je passe le concours César pour la première fois. Merci. On va peut-être clore la conférence, comme ça vous laissera le temps d'aller assister aux différents ateliers stands, on va dire, interactifs, qu'on appelle des petites créneaux-horaires. Je vous remercie de votre attention, je remercie évidemment les représentants d'école qui nous ont rejoints, et puis je vous souhaite une bonne continuation pour cet après-midi. Merci beaucoup.